on va essayer de faire un mélange intelligent aux yeux du banquier, de dire que nous, on arrive avec de l'expérience, avec déjà quelques dizaines de lots, donc c'est que normalement, on sait plus ou moins faire du locatif. Mais par contre, 2 chômeurs, ça fait rêver aucun banquier. Mais si tu crées une SCI à l'IS associée avec d'autres personnes qui sont soit salariés un peu sup, soit entrepreneurs avec des boîtes qui fonctionnent, finalement, tu fais un mélange où peut-être qu'il aurait prêté ni à l'un ni à l'autre individuellement, mais mis ensemble en mettant de l'apport. On arrive à enchaîner les projets et sur la fin, ça en était même parfois un petit peu indécent. On était 2 chômeurs avec 0 bilan et on a pu faire des financements. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Je suis bronzé. Je suis bronzé. Et nous avons 2 invités pour le coup, 2 pour le prix d'un. Oui. Je vous laisse vous présenter les gars. Charles Arthur. Et Antoine. Ok. Charles Arthur, bienvenue. on peut t'appeler que Charles. Ouais, tu Ok, peux. bon, très bien. Bienvenue les gars. Merci d'être avec nous sur ce podcast. Alors, il faut qu'on soit franc. Merci à Estelle, on va dire. Alors, merci à Estelle. On va lui jeter le bébé. Mais c'est ce que j'allais vous dire en off, mais que j'ai pas pu vous dire. Estelle m'avait envoyé un message en octobre ou en novembre. J'étais sur le tapis de course quand je lui ai répondu. Elle m'a dit ouais, si tu peux contacter Charles, franchement c'est trop cool et tout. Ok. Bon, vous doutez bien que on en reçoit. Non, pas 100. On en reçoit 20 ou 30 comme ça. Donc j'ai dit ok, je l'ai jamais fait. Et en janvier ou fin janvier, un truc comme ça, Estelle me dit est-ce que tu as contacté Charles? Eh bien, et puis en toute honnêteté, je lui ai répondu bien sûr que non. Et j'ai senti, elle m'a fait un vocal, et en fait, elle m'a déchiré. Mais réellement, elle m'a dit, ouais, mais pourquoi Donc, j'ai dit, écoute, je le contacte maintenant. Et de là, on se retrouve ici. On a calé ce podcast à l'aéroport en revenant de Nantes. Ah oui. Tu te rappelles quand on est allé voir Bourama, et on a dit, bon, on va inviter Charles, Antoine, à ce moment-là, tu n'existais pas. Je suis désolé. On va inviter Charles et on verra ce que ça donne. Donc en fait, moi, je vous connais mais par contre, Charles Arthur, d'après ce que j'ai entendu juste avant de partir en vitesse, tu nous suis sur le podcast privé C'est ça, ouais, sur le public, le privé, un peu sur différentes formations de Tony. Ok. Ouais, je vois passer ton nom depuis longtemps, mais on se parle un petit peu, mais un peu comme Diane, c'est vrai que des fois, c'est le problème des réseaux, c'est qu'on parle à beaucoup de gens et on connecte pas vraiment. C'est aussi pour ça qu'on appuie tellement sur les événements réels que c'est mieux, quoi. Et sachant qu'en général, plus on nous le demande, alors d'autant plus avec moi, mais dès qu'on nous demande de passer sur le podcast, c'est strike direct, home run, batte de baseball dans la tête, enfin bref. Donc là, c'est heureusement qu'il y a eu Tata, investisseuse, Estelle qui est intervenue, mais très hâte de vous écouter et connaître votre parcours. J'ai cru comprendre que vous faisiez un peu de marchand. C'est ça, okay. Entre autres, ouais. Comment vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire telle une chorale, vous renvoyez la balle à vous deux pour vous présenter tous les deux en même temps, ou déjà l'un, déjà l'autre? Comment vous voulez faire? C'est votre podcast, les gars. Ok, allez. Bienvenue chez les Gentlemen Investisseurs. Je suis Charles. Merci. Et je suis Antoine. Ok. Non, mais on va se passer la balle. Ouais. Du coup, pour me présenter, donc je m'appelle Charles Arthur, j'ai 32 ans, ça fait à peu près 10 ans que je fais de l'investissement. De base, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai eu la chance d'être en alternance. Donc du coup, pendant mon école d'ingé, j'avais déjà des revenus, ce qui m'ont permis de commencer à investir relativement tôt. Et ensuite, une fois passé le diplôme d'ingé et la situation salarié, cadre en CDI dans un grand groupe, ça permet de pas mal s'endetter. Surtout qu'à l'époque, la limite, c'était 33
33%, mais il n'y avait pas les normes du HCSF comme il y a aujourd'hui où on plafonne beaucoup plus à 35. Et du coup, en fait, dès le début, j'avais vraiment l'horizon de sortie de dire je veux être entre gros guillemets rentier, c'est-à-dire faire de l'immobilier locatif mon activité principale. Et du coup, j'ai pu quitter il y a bientôt 4 ans le salariat avec à l'époque une vingtaine de lots qui du coup théoriquement, d'après mon grand Excel, permettaient de vivre en arbitrant les lots à certaines échéances. Mais c'était une Sodome. Non, pourquoi? Parce que en fait, ça, tu vois, c'est un truc qu'on dit beaucoup en tout cas moi que je dis beaucoup en mastermind. On en a déjà parlé sur ce podcast, mais on peut le redire, ça fera que du bien. Tu seras rentier, tu sais, le vrai rentier, hein, rentier, plage, cocktail, Dubaï, tout ça. Tu seras rentier avec 20 lots qui tournent en nu. Je le dis, j'ai aucun problème. Hein. Moi, j'ai 28 lots. Si je faisais pas de location courte durée, là, je serais encore dans mon ancien job. Tu comprends? Donc la branlette mentale de Instagram, oui, avec 10 appartements dont 2 IDR, tu seras rentier avec admettons 2500 € par mois et tu vivras d'amour et d'eau fraîche et t'auras plus rien à faire, c'est complètement faux. Voilà. C'est-à-dire que nous, on a toujours dit et on resigne que si t'as pas dans ce parc immobilier une activité commerciale, que ça soit du marchand, que ça soit de la coloc, que ça soit de la courte durée, tu ne seras pas rentier avec 8 appartes ou 2 IDR ou 20 lots, c'est très bien. Tu te crées un gros patrimoine. Mais même avec 100 lots, en vrai, si tu es immobile, c'est l'immobilité qui te tue. Parce que même si tu as 100 lots et que tu dis je vais vivre avec mes loyers, je vais plus rien faire, et que tu rénoves pas, que tu fais plus rien, que tu arbitres pas, que tu rachètes pas, que t'es foutu au bout d'un moment. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire, Charles. Ouais, mais 100% d'accord. Hein. Nous, le principe du rentier à cash flow, c'est complètement aux antipodes de ce qu'on prône. Et en fait, si tu veux, l'exercice intellectuel que j'avais fait, il était de me dire, avec ce nombre de lots, j'avais beaucoup de différés bancaires. Hein. À l'époque, Crédit Agricole, il mettait 3 ans de différé partiel dès que t'achetais quelque chose. Et donc, autant dire qu'avec un taux à 1%, ta mensualité, c'est rien du tout. Et après, il y a des clauses de modulation qui sont hyper généreuses. Donc, tu peux te remettre en différé plein de fois. Donc, en gros, la moitié de ta durée de détention, c'est comme si t'avais eu le bien cash, alors que non, t'as fait un crédit, mais t'as quasiment 100% des loyers. Et en gros, l'exercice intellectuel, il n'était pas de dire rentier à cash flow, il était de dire voilà ce que sont mes besoins, voilà ce que sont mes revenus, en fonction de la période, est-ce qu'on est en différé ou pas, et en fonction d'échéances de revente futures. C'est-à-dire que j'avais fait le scénario du pire des cas, si je dois tout liquider, en gros, pendant 5, 6, 7 ans, il n'y a pas besoin de vendre. Ensuite, tu commences à en vendre un, ça te fait rentrer X dizaines de milliers, tu vis pendant tant de temps dessus, et ainsi de suite. Et en fait, t'en vends 2, 3, 4, 5, mais en fait, le temps de vendre le 5e, les 15 autres sont payés. Donc du coup, tu peux théoriquement, hein, c'est pas du tout ce qui a été le cas au niveau du parcours, c'était pas non plus la volonté, mais c'était un peu le besoin psychologique de se rassurer, de se dire si vraiment tout va mal, théoriquement, si j'abuse pas sur les dépenses, ça devrait le faire. Ouais. Et après, juste une chose, rentier à cash flow, moi j'y crois, mais avec un cash flow qui ne provient pas que simplement du nu ou du déficit foncier. Tu vois ce que nous, je parle plutôt pour moi, mais moi, je suis un rentier à cash flow, mais un cash flow qui est généré par. En fait, ce qui me fait être rentier et une semaine au ski la semaine dernière, c'est la partie courte durée dans cette partie immobilière. C'est pas. Oui, mais c'est de l'entrepreneuriat plus que de l'immobilier, si tu veux, presque. Complètement. Ouais, c'est ça, que ce soit sur la courte durée ou sur le marchand ou sur autre activité commerciale, c'est parce que tu mets ton temps. Donc du coup, le terme rentier, il est un peu. Ce que je veux dire, si tu veux, je ne veux pas faire peur à ceux qui nous écoutent là et qui sont en train de nous dire ouais, j'ai acheté un immeuble et même si je le fais tourner en courte durée, jamais je pourrais sortir de la rat race ou de mon travail. C'est pas du tout ça non plus qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est le vrai rentier qui branle manette au bord de la plage parce que t'as 6 appartes en nu. Ça, c'est bullshit. Voilà. Mais en vrai, c'est un peu le truc qui te fait t'y mettre. Après, c'est toujours pareil, quoi. De toute façon, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus là-dedans. Quand tu dis tu vas devenir rentier, ça fait lever plein de rêveurs. Et après, t'as ceux qui comprennent vraiment le truc. En fait, l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat, quoi. Complètement. Donc, attends, j'ai juste une question. Oui. Charles, t'as fait ingénieur en quoi ? En BTP, c'était une école d'ingé qui était même axée sur le métier de conducteur de travaux. Oh, mais vous auriez pu être ref. C'est ce que j'ai fait pendant. Et c'était où ? C'était à Montpellier. C'est BTP, non ? C'est ça ? Ouais, exactement. Ouais. Ok, je connais. Oui, je connais. J'ai pris plein d'ingénieurs de là-bas quand j'avais ma boîte de travaux publics.
des Ok. ingénieurs en alternance qui venaient de lycée BTP. Enfin, plein. J'en ai Ouais. pris 2. Et vous vous êtes Ouais. jamais croisés, les gars? Bah écoute, non, mais attends, moi Ah, j'ai on est arrêté, des ça fait séniors. 6 ans déjà. Donc, remarque, ça aurait pu. Mais non, hein. mais Charles, rappelle-nous ton âge. 32 ans. Ah non, Donc moi, j'étais là-bas de Écoute, 2013-2016. Logique, ouais. Attends, t'étais là-bas de quelle année à quelle année? 2013 à 2016. Putain, je peux pas dire les noms de famille, mais je pense que j'ai un des ingénieurs que j'ai pris qui devait être dans ta promo. Ah ouais? Ok. Ouais. Incroyable. Ouais, mais je peux pas dire son nom sur le podcast, mais on en parlera après. Après, Mais à tu mon peux avis- dire son nom et on le bip. Mais c'est chiant. Ouais, mais c'est chiant. Mais je pense que j'en ai un qui doit être. Décris-le, qui doit être décris-le. de ta promo. Décris-le. Il était comment? Ok. Un Le monde est petit. petit, hein. 1m98. Non, 1m98. Immense. Ok. Ce qui fait Vas-y, un grand Charles. dans la promo. Charles, pendant qu'Antoine va se présenter, il va. Il réfléchit là. Il Ouais, ça va être le réfléchir fil avec- rouge de tout le podcast. Et comme ça, après, il balancera des blazes, juste des prénoms, et tu diras oui, non, oui, non. Antoine? Ouais, donc du coup moi c'est Antoine, j'ai fait une école de commerce pour le coup sur Lyon. Donc j'ai rencontré en fait Charles Arthur, non pas tant. J'ai rencontré Charles en fait dans mon métier où on travaillait dans un grand groupe du CAC 40. Moi j'étais le responsable financier de l'agence et du coup Charles lui était conducteur de travaux. Et en fait moi j'ai connu Charles un petit peu à ses débuts dans ses tableaux là où il était en train de dire est-ce que je vais partir pas partir. Et moi en fait contrairement à lui j'ai fait un prêt étudiant donc il a déjà fallu que je rembourse mon prêt étudiant pour mon école. Et ensuite une fois que j'ai remboursé mon prêt j'ai commencé par faire un petit appart en locatif. Ça me plaisait beaucoup. Mais là, vous vous Mais connaissiez je me pas, là. suis dit, je vais d'abord- Pardon. Là, à ce moment-là, vous ne vous connaissiez pas. En fait on se côtoyait dans l'entreprise mais on n'avait jamais vraiment parlé d'immobilier quoi. Ok. Vous Enfin, étiez des collègues de machine à café, quoi. ouais grosso Ok. modo c'est Et ça. un qui, Et un jour autour d'un machine à café on a parlé IMO et on s'est dit Ok. là ça va bien se passer quoi. qui était donc ingénieur travaux. Et toi qui commercialisais ce que Non, moi j'étais le responsable financier grosso modo. Ok. Je manageais la partie comptable administrative de D'accord. l'agence. Et quoi. quel âge tu as, Antoine? J'ai 32 aussi Ok, comme Charles. vous êtes jeune, c'est cool. Ok, d'accord. Et en gros, moi, du coup, contrairement à Charles, je me suis dit, je vais d'abord sécuriser ma résidence principale parce que je me suis dit, si je commence à mettre du locatif et que je peux pas emprunter derrière, madame, elle va gueuler, elle va pas vouloir, enfin, va vouloir prendre ce qu'on veut en résidence principale. Donc, je me suis dit, je sécurise la résidence principale. Et suite à ça, en fait, ça collait à peu près au moment où Charles, il a dit, moi, je pense que je vais partir de la boîte, je vais quitter mon CDI. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai aussi envie de faire de l'immobilier. Si tu veux, tu pars en CDI. L'idée, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on voulait vivre de l'immobilier, mais voilà, pas rentrer cash flow, Lamborghini, Dubaï. On s'est dit, il faut qu'on arrive à trouver une activité commerciale autour de ça, quoi. Et en fait, ce qu'on a fait, on s'est dit, on avait le savoir-faire de faire un peu d'immobilier. Et autour de nous, les gens, ils disaient toujours, ce que vous faites, c'est trop bien, mais ils avaient pas le temps, pas les connaissances. Enfin, tout le monde avait la bonne excuse pour pas faire. Mais on s'est dit, on va lancer une boîte qui accompagne les particuliers à l'investissement locatif. Donc en gros, Charles, il quitte le CDI avec l'ACRE. Donc on n'a pas de pression. On sait que voilà, on a quand même quasiment 2 ans pour rendre le business, on va dire, rentable. Et en fait, tout de suite, ça a énormément pris. On s'est fait un peu submerger par les gens qui voulaient investir avec nous. Et en fait, là, moi, j'avais dit à Charles, je partirais d'ici 1 an, 2 ans. Et en fait, au bout de 6 mois, je dis, vas-y, go, je te rejoins et puis on va faire que ça. Ok. Quoi. En fait, c'est comme ça que l'aventure tous les deux a vraiment commencé. Donc Excellent. ça, c'était fin d'année 2021, quoi. Ouais, c'est ça. Et en parallèle, on crée aussi des SCI avec des associés pour globalement amener nous le côté expérience et gestion terrain, et à côté d'autres personnes qui sont du coup extérieures, qui ont peut-être plus de solvabilité bancaire. On mettait chacun de l'apport et puis on faisait une SCI pour acheter un immeuble ou des autres copros. Donc, en fait, vous avez plusieurs casquettes, quoi. Là, en C'est fait, ce ça. qui vous a On relié au début, c'est monter une boîte pour aider les autres. Ouais. Et la passion de l'IMO surtout, en se disant on peut pas une vie normale en CDI toute notre vie, ça va. Enfin, voilà, on veut pas une vie écrite d'avance. Mais et ce qui vous a fait bouffer tout de suite, enfin, et ce qui vous fait encore bouffer aujourd'hui, c'est l'accompagnement à travers cette boîte. En fait, l'accompagnement, du coup, en fait, vu qu'on touchait le chômage pour création d'entreprise, dès qu'on avait le moindre euro qu'on rentrait dans la boîte, on l'investissait dans l'immobilier. On était un peu fou, on était très à risque. Et en fait, ça nous a permis de développer un patrimoine assez important et assez rapidement. Et jusqu'au jour où on va y venir après, mais on s'est dit là, on commence à avoir plusieurs millions d'euros d'acquisition sur le dos, et on se mettre à zéro à chaque fois, c'était un peu risqué. On a tous les deux une fille, donc on s'est dit voilà, c'est peut-être aussi l'objectif, c'est peut-être se calmer un peu. Et du coup, on a créé, on va vous expliquer, on a créé une foncière. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette foncière qui nous fait vivre. C'est plus uniquement l'activité d'accompagnement qui était un petit peu à risque pour nous.
je peux, enfin, moi c'est mon côté non ingénieur qui fait qu'il y a un truc, je suis un peu con, il y a un truc que j'arrive pas à saisir, c'est quand tu dis on a créé notre patrimoine pendant qu'on avait l'ACRE et tout, on a tout réinvesti, à titre perso chacun de votre côté, ou tous les deux Ensemble. ensemble. En gros, vous avez tout le temps marché ensemble, hors RP pour toi Antoine. Ouais. Et les investissements que Charles, et que Charles avait en amont, quoi. Mais sinon, depuis 2021, vous faites tout à deux, quoi. Oui, tout un peu marre. Ouais. Ok. Vous avez dormi en cuillère comme nous on a pu le faire lors de des investir chez vous. Encore ce soir, on va à l'hôtel ensemble et je me suis assuré qu'il y ait bien 2 lits. Hein. Ah, bon, c'est bien. Ok, les gars. Il est pas drôle. Ok. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi dans le même lit d'ailleurs, mon Yannou. Ben, en fait, le truc, c'est que je crois qu'on est en train de s'embourgeoiser. Et pareil, tu vois, quand on est allé à Nantes, on a fait gaffe d'avoir 2 lits simples. Exactement. Et tout. Et on a même pris les crêpes au chocolat à la boulangerie qu'on n'aurait jamais pris avant. Ah non, c'est sûr. Non. Mais il va falloir remédier à ça. Là, il faut qu'on fasse un peu des économies. T'as vu, Manu nous l'a dit en plus. Il faut vraiment qu'on fasse très très gaffe. Donc, il va falloir qu'on reprenne les bonnes habitudes. Mais par contre, pour toi, j'ai cru comprendre, enfin, on va pas spoil, mais j'ai cru comprendre que cette habitude était en train de basculer dans l'autre sens. Ouais, tu commences pas mal. Je commence mal. Ok, les gars. Bon, donc, j'ai tout compris. Nous pouvons donc continuer. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez monté cette foncière. Ouais, en fait, grosso modo, là, l'accompagnement, ça marche bien. On arrive avec Charles, donc patrimoine, on va dire commun, entre 7 et 8 millions d'euros d'acquisition, ce qui représente à peu près 70 dans l'eau. Ça, c'était du coup fin d'année 2024. Ouais, attends, là vous allez trop vite. Construit en étant jeune créateur d'entreprise. Ouais, vous allez trop vite, c'est ce que j'allais dire. Donc vous poussez à 80 lots, c'est ça? Un peu moins, un peu 70, on va dire. Okay. Storytelling, on va dire un peu moins de 100. Non, mais ok, 70. Comment vous faites pour au chôme dû? C'est ça, hein, je dis pas de conneries. Au chôme dû, vous deviez avoir un bon chômage au vu de vos anciens salaires, mais comment vous faites pour nouvelle association? Comment vous avez fait pour vous faire financer? C'est le principe des SCI concrets. En fait, de base, on s'est dit, on va essayer de faire un mélange intelligent aux yeux du banquier, de dire que nous, on arrive avec de l'expérience, avec déjà quelques dizaines de lots, donc c'est que normalement, on sait plus ou moins faire du locatif. Mais par contre, 2 chômeurs, ça fait rêver aucun banquier. Mais si tu crées une SCI à l'IS associée avec d'autres personnes qui sont soit salariés un peu sup, soit entrepreneurs avec des boîtes qui fonctionnent, finalement, tu fais un mélange où peut-être qu'il aurait prêté ni à l'un ni à l'autre individuellement, mais mis ensemble avec de l'apport. Hein. On n'est pas du tout en mode 110%, en mettant de l'apport. Et en étant OK avec des conditions bancaires, notamment le fait de se faire prêter plus cher, on arrive à enchaîner les projets. Et sur la fin, ça en était même parfois un petit peu indécent d'avoir fait sur notre boîte, justement, il y a des projets qu'on a fait que nous deux, où on était 2 chômeurs avec 0 bilan et on a pu faire des financements. Donc je dis pas que c'est facile, que tout le monde peut le faire, que voilà, mais en tout cas, c'est des choses qui ont pu être faites sous réserve d'emprunter à des taux qui sont plus élevés. Ouais. Vous avez dans les SCI d'autres associés presque à chaque fois ou C'est ça. On a 3 SCI où on a des associés différents et on a une SARL dans laquelle on a 10 mots ensemble. Ok. Et après, vous avez structuré comment? Vous êtes en direct dedans ou vous avez fait déjà des sociétés holding pour détenir tout ça? Des holding en fait qui rentrent dans les. Impeccable. Ouais, pour faire circuler vos capitaux. Donc là, vous montiez une SCI par achat, enfin par immeuble ou par association en fait pour pas mélanger les associations. Okay. En gros, on avait identifié des profils qui étaient plutôt intéressants et puis l'idée c'était de travailler avec eux. Et en fait, pour ça aussi, c'est vrai que là comme ça, 2 chômeurs, ça faisait pas rêver, mais en fait à la fin, on avait tellement la confiance des banquiers et on s'efforçait de rester en délégation agence évidemment parce que c'était très compliqué sinon d'être financé. Et en fait, une fois qu'on avait la confiance des banquiers, on a pu répéter les opérations. Enfin, je me souviens, il y a une banque qui nous a prêté 1 million d'euros en 1 an. Mais à la fin, les projets, on envoyait un mail récap de ce qu'on achetait. On a eu une offre de prêt 1 semaine après. C'était linéaire. On était là, on disait, mais c'est je veux bien te croire. Presque trop facile. Et donc, pour secpatiser, malgré que ça soit quand même bien fait, mais en gros, vous montiez une SCI à l'IS. Vous aviez une baleine, Jacques qui prend 100K par an, mais par contre, il est dans une rat race de l'infini. Vous vous présentez à la banque en disant, lui, c'est notre porte-monnaie volant. Et j'ai une pause là. C'est Jacques, vous lui donnez combien de parts de la SCI
comment vous arrivez, 55. comment vous avez Ouais, défini 49 pour garder le pouvoir, mais en grosso modo, on était équilibre quasiment. Ouais. Donc, vous mais êtes sachant tous les que deux, par contre, vous deux, ça fait 51, et lui, vous lui donnez 49. Ok. c'est ça, ouais. C'est ça. Et par contre, l'apport, on en mettait aussi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de quelqu'un pour mettre de l'apport à notre place. On mettait l'apport à 50-50. Ok. Mais c'était plutôt le côté solvabilité Ouais, et situation stable bien sûr. qui était là. et ben c'est exactement, alors moindre mesure, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, mes 2 premiers immeubles, je les ai achetés seul parce que je travaillais. Le chantier de l'enfer, ma baleine, c'était Sarah. C'est pas très cool, mais vous avez compris. Puisque fonctionnaire, Sorti machin, du bidule. contexte, ça peut être tendu. Mais Et ma seconde baleine sur l'autre immeuble, ça a été Ludo, qui lui prenait 100K par an, et moi j'étais jeune chômeur en formation, et on est arrivé à la banque en disant, moi du coup j'ai du temps et je commence à avoir de l'expérience, lui a l'oseille, on vient de se marier en SAS pour le coup, mais peu importe. Et est-ce que vous nous prêtez? Donc je comprends le fonctionnement. Maintenant, ce qui me fait halluciner, c'est la récurrence, quoi. Parce que moi, je sais que j'ai demandé combien de banques et ouais, vous avez, surtout pour les encours, en fait. En Ouais. tout, on en a 5. Ouais, c'est bien. 5 plus une sur laquelle on a fait qu'un seul dossier. Mais en fait, c'était très dépendant des contextes. Par exemple, la banque où on a emprunté, on a un peu moins d'1 million sur 1 an. En gros, en 2022, on les avait consultés pour un projet. Ils nous ont dit, c'est trop gros. Revenez pour plus petit. OK. Fin 2022, on revient avec un projet tout petit. Et ben maintenant, on n'ouvre plus au prospect. Revenez l'année prochaine. OK. On revient l'année d'après. Et là, on fait un dossier, 3 locaux commerciaux. On reste sur 15 ans en amortissement pour rester dans la délégation agence, ça passe tout seul avec de l'apport. Et on en a fait 4 comme ça dans l'année. Et l'année d'après, plus rien. Donc en fait, c'est hyper contextuel. Oui, c'est sûr. Essayer de toujours aller, voilà, solliciter, poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment. Donc ça a été assez variable, mais c'est encore vrai à l'heure actuelle. C'est 4 banques sur lesquelles on tourne principalement. ok. Et ça, ce que tu viens de dire, Charles, c'est hyper important. Et ça peut mettre du baume au cœur à tous ceux qui prennent ce que j'appelle des RAF, enfin des gros, Des râteaux. des râteaux. Dans le sens où une banque qui vous dit, là on est en quoi? On est en avril. Putain, on est le 1er avril, on va pouvoir faire des blagues, gros. Alors, le problème, c'est que le moment où les gens l'écoutent, Et ouais, c'est ça sera complètement pire. décalé. En fait. Donc le 1er avril à la Banque Populaire, je dis n'importe quoi, on va te dire quelque chose, et ce quelque chose ne tient pas dans ne serait-ce que 8 mois parce qu'on arrive en fin d'année, et encore moins en début d'année prochaine, encore plus avec, je sais pas si la Banque Pop vous devez travailler avec, mais là tu sais. C'était, tu vois, t'as bien ciblé la banque. Ouais, ben moi ça a été la banque au début qui m'a fait le plus confiance. Par contre, quand j'ai atteint les 1 million d'encours, ils m'ont dit ok Yann, ce qu'il faut c'est bouger de banque, donc là je me suis retrouvé au Crédit Agricole, et revenir après. Ça j'ai jamais trop compris, mais en gros 1 million bascule sur une autre banque, donc Crédit Patate, 260 000, et revient après, et ça a fonctionné. En fait ils voulaient pas continuer, il fallait que je parte dans une autre banque pour après qu'ils me récupèrent sur le dernier projet. C'était un peu bizarre, mais encore une fois, si je m'étais arrêté au non, c'est fini Yann, en fait tout se sera arrêté. Donc cette histoire de contexte, elle est hyper importante pour ceux qui sont en train de faire des banques et des banques et des banques. Vous pouvez même refaire la même agence à 1 année d'intervalle, vous n'aurez pas forcément la même réponse, quoi. Non, ça dépend des politiques en cours. En fait, il y a des années où ils veulent financer, d'autres non. Et ouais, c'est vrai qu'il faut jamais lâcher l'affaire, quoi. Et puis, des banques, on en a fait énormément. Et en fait, il suffit d'un oui pour que ça marche. Donc, Exactement. il faut rien lâcher. Il faut y croire jusqu'au bout. Et même clairement. dans la même agence, et alors d'autant plus avec la Banque Pop, parce que je sais pas chez vous, mais je crois qu'on est dans la même région. Là, tu sais, il y a des mutations, c'est-à-dire les agents se mettent à coucher ensemble, le directeur s'en va, ils te mettent des. Toujours pareil. Vraiment, ça bouge beaucoup à la Banque Pop. Donc, soyez forts si vous êtes en plein dedans. J'ai eu la même histoire avec le Crédit Agricole où on s'est quitté avec perte et fracas en 2021, tu vois. Vraiment, on ne retravaillera jamais ensemble. Et en fait, l'équipe a changé complètement, mais vraiment complètement. Et tu vois, j'y étais hier, et là, c'était tapis rouge, tout ce que tu veux, pour retravailler ensemble. Comme quoi, enfin, les années se suivent et se ressemblent pas. Mais quand tu es entrepreneur, c'est toujours la même personne qui vient, mais les banquiers, ils bougent, quoi. Ça change. Ouais. Et puis même le fonctionnement interbancaire, quoi. Mais ok, on vous relaisse la parole, les gars. Mais ça, c'était important. Non, Pierre,
le sujet bancaire, en fait, il nous amène aux origines de pourquoi on a voulu créer une foncière. C'est que malgré le fait qu'on arrivait à empiler quand même un paquet de dossiers vis-à-vis de notre situation, bah en fait, quand t'as les deux pieds dedans toute la journée, t'as quand même envie d'aller toujours plus vite. Et en fait, il y a un dossier où on avait une bonne affaire, on était sous promesse, on avait quelque chose de rentable avec de la plus-value latente, où on a fait plein de banques, le dossier n'est pas passé, il est passé dans une banque, mais il fallait mettre genre 35% d'apport, le taux c'était 5,13 alors qu'un taux normal c'était 3,50 à l'époque. Donc on commençait vraiment à en être, à se dire que par le passé en fait on a souvent été frustré d'avoir des non au niveau des financements bancaires, mais à la limite en étant en parallèle d'un boulot en CDI, ça peut se comprendre que monsieur tout le monde, c'est normal qu'il empile pas des centaines de lots, mais il y a un moment en fait quand c'est ton activité professionnelle, t'en as marre de demander l'autorisation à la banque de faire ton activité. Donc on s'est dit comment on fait pour, alors pas ne plus avoir besoin de la banque, parce qu'il faut du levier bancaire pour faire de l'IMO, il faut pas l'acheter cash, mais comment on fait avec notre expérience, avec toutes les justifications de rejet de nos dossiers qu'on a eu, comment est-ce qu'on adapte un peu le modèle pour faire en sorte d'être sexy vis-à-vis des banques et que au moins ça, ce soit plus un frein. Et de pouvoir aussi travailler sans conditions de financement, parce que ça, on l'a pas cité, mais en parallèle, on avait commencé à faire du marchand. On s'était associé avec des personnes qui avaient des sources de financement qui font qu'on y allait tout le temps sans conditions de financement. On a vu la puissance de ça. Donc maintenant, c'est devenu une norme chez nous. Et en gros, pour la création de la foncière, on a du coup la dernière SCI qu'on a créée, qui a été créée avec quelqu'un qui travaille dans un cabinet en gestion de patrimoine, qui vous suit aussi, qui a adoré l'épisode sur les CGP, Tony, et c'était cadeau. qui ne vend pas de Pinel ni de SCPI. Et il y en en a gros, des biens. eux, justement, ouais, il y en a des biens. Pas beaucoup. Non, ils À sont premier rendez-vous, il avait mauvais. les mêmes objections. Je m'attendais pas à quelqu'un de bien Ouais. et il m'a bien fait changer d'avis. Pour la petite histoire, on était j'étais en soirée et c'est moi qui le rencontre et on se présente un peu tous et tout et j'étais pas bien, j'étais malade ce jour-là et je dis ouais, il y avait 80 personnes, je fais le tour vite fait, puis je me dis c'est pas intéressant. Et lui elle est vers moi, il se présente en tant que CGP et direct je me suis dit ouais, lui c'est mort, OK, je peux passer à autre chose. Et après il m'a dit mais j'aime bien l'IMO, je fais de l'IMO, je fais du LMNP, je fais ah si en fait ça va, t'es intéressant. Et du coup ouais, ça a bien matché et en fait bah vas-y, on va expliquer lui un peu on va dire la synergie qu'on a pu avoir avec lui. Donc l'idée, en fait, c'est que eux, dans leur cabinet, ils avaient, comme tout le monde, des clients qui ont envie de s'exposer sur une partie de leur patrimoine à de l'immobilier, pas forcément de l'immobilier en direct, mais par contre, ils se refusaient à vendre quoi que ce soit de Pinel ou de SCPI, de trucs avec 12% de frais. Enfin, globalement, c'est structurellement pas vraiment possible de gagner de l'argent. Au mieux, si tu investis sur un marché qui monte, tu vas pas en perdre, mais voilà. Et du coup, en fait, on a dessiné ensemble un modèle de foncière dans lequel les personnes peuvent investir directement au capital d'une société qui globalement regroupe en fait les trois activités qu'on avait déjà. Donc c'est pas juste une foncière qui va acheter de l'immobilier locatif pour avoir des loyers et les distribuer, parce que déjà on n'est pas distribuant, on est capitalisant, ce qui permet d'avoir de la dette bancaire, parce que les modèles qui ont besoin de distribuer des revenus, globalement ils peuvent pas mettre beaucoup de dette en face, parce qu'il faut que ce soit fluide et que les revenus aillent vers les investisseurs. Et à côté de ça, on a aussi logé nos activités de marchand de biens et d'accompagnement en dessous, ce qui fait que quand on nous propose un bien, finalement on a trois manières de l'adresser, en soit faire l'acquisition et puis le mettre dans le parc locatif de la foncière, soit le traiter en marchand de biens, soit le traiter en accompagnement, parce que c'est pas les cahiers des charges sont pas les mêmes au niveau des montants, au niveau des niveaux de rentabilité attendus, et finalement c'est une manière de s'exposer à de l'IMO physique en France sans les défauts que peuvent avoir les autres modèles et avec moins de fiscalité. Les actions, parce que les personnes achètent des actions, donc ils sont éligibles au PEA PME, parce que globalement la fiscalité la plus légère qu'on peut avoir sur de la entre guillemets pierre papier, ça reste beaucoup moins rentable que ce qui est faisable en direct, et ça on n'a aucun problème à le dire, hein. Acheter un immeuble et mettre 10% d'apport, tu fais du 100% ou 70% de rendement sur fonds propres, donc c'est imbattable. Mais par contre, quelqu'un qui veut s'exposer à l'IMO, qui veut de la transparence, parce que ça on l'a que trop vu, des SCPI qui ont des immeubles qui sont vides depuis 10 ans, qui ont même pas les clés. On est copropriétaire avec une SCPI ils ont un immeuble qui est collé au nôtre, mais du coup c'est des lots de copro, il y a une fuite, il n'y a pas les clés. Genre l'eau coule, ça ne s'arrête pas, personne n'a les clés, et finalement c'est la boîte à personne, la SCPI, c'est un truc immense, je la citerai pas, c'est l'argent à personne, parce que c'est plein d'épargnants, et il y a un énorme manque de transparence, la plaquette elle est jolie, mais par contre dans les faits, l'actif, c'est pas arrivé. Bon, l'idée c'est l'inverse. J'ai plein de questions, les gars. Ouais, alors, est-ce que vous pouvez vraiment me secpatiser les 4 minutes qui viennent de se passer? Parce que je comprends le fond, mais je sais que là, dans les bouchons lyonnais parisiens, on en a perdu, c'est sûr. Pas que tu t'exprimes mal, hein, loin de là. Mais en fait, il y a énormément d'infos. Donc, vous avez monté une foncière. Cette foncière sert à quoi exactement? En fait, en gros,
Ouais, en gros, tu vois, enfin, dans ce que disait Tony tout à l'heure, il y avait trop, enfin, au niveau des encours bancaires et tout, ça commençait trop à coincer. On s'est dit, on va vraiment se professionnaliser et on va essayer de faire quelque chose de très carré. Ouais. Et en fait, on s'est associé avec un CGP. Ouais. Et en gros, ce CGP-là, lui, son besoin, en fait, c'était de trouver un produit immobilier, on va dire, papier très qualitatif. Et en fait, on s'est dit, bah, nous, on a la compétence de trouver des biens. Eux, ils ont la compétence de lever de l'argent, des investisseurs qui veulent investir dans de l'IMO. Bah, on va faire quelque chose ensemble. Et en fait, nous, avec Charles, du coup, on est devenu développeur foncier pour le cadre de la foncière. On achète pour la foncière. Nous, on peut pas développer notre patrimoine perso à côté pour éviter les conflits d'intérêts. Sauf qu'en fait, nous, bah, notre expérience avant, on s'est rendu compte que bah, le marchand, c'était cool, ça marchait bien, que l'accompagnement, bah, c'était cool, ça marchait bien aussi. On s'est dit, bah, il faut loger ces 3 activités-là dans notre foncière. Voilà. Et en fait, ces 3 activités-là, en fait, c'est ce qu'on faisait avant, mais avec des moyens un peu plus importants, où on a des salariés, on a embauché des personnes. Et la commercialisation était faite par Jérôme, le CGP intéressant. Okay, exactement. Eux, vraiment, nous, on commercialise pas. En gros, on est là vraiment pour trouver des clients. Mais après, c'est vraiment eux, grâce à leurs clients, qui ont réussi à capter les premiers fonds pour qu'on puisse trouver des immeubles de rapport et investir. Lui, vous lui avez créé une nouvelle plaquette, en fait. Il s'est mis à commercialiser avec ses clients une SCPI plus propre, entre guillemets, que ce qu'il avait aujourd'hui. C'est une SCPI qui, dedans, vous avez toutes les activités. L'accompagnement, le marchand et garder les biens dans la même société. C'est ça. Alors, sachant que c'est pas une SCPI au sens juridique du terme, c'est une société par action, ce qui fait que, en gros, une SCPI, quand tu vas recevoir des revenus, c'est des revenus fonciers. Donc, en gros, c'est le niveau de fiscalité maximum. Finalement, nous, on s'est dit, on va prendre le contre-pied parce que, à notre sens, l'immobilier, il faut capitaliser sur tes revenus, il faut pouvoir mettre de la dette bancaire en face. Donc, déjà, c'est pas distribuant, ce qui fait que tu subis pas la fiscalité tous les ans. Tu choisis quand tu vends et quand tu payes la fiscalité. Et la fiscalité, c'est la plus légère que tu puisses imaginer. C'est juste les prélèvements sociaux. C'est 17,2. Ok, c'est incroyable, les gars. Bravo. Hein. Franchement. En fait, on s'est dit, on part de zéro, donc autant construire le modèle que nous on aurait aimé avoir. Et en fait, avec des frais d'avocat excessifs, on a réussi à créer quelque chose de plutôt pertinent. Et en tout cas, ce qui nous semble pertinent avec notre expérience dans l'immobilier. Franchement, très très bonne idée. Vas-y, Tony, tes questions. Ouais, alors j'ai plein de questions parce que c'est vraiment hyper intéressant. Enfin, j'en ai surtout 2. On sait que quand même le marchand et la promotion immobilière, ça reste quand même les activités qui sont le plus sujettes à un jour se taper un procès pour un vice caché, pas caché, de la promotion immobilière qui fissure, toutes ces choses qu'on connaît. Est-ce que vous avez anticipé le fait de garder des biens que vous allez posséder à long terme dedans, que si un jour vous avez un problème sur une promotion, quelque chose, ça vienne pas contaminer tout le reste? Est-ce que vous avez pensé à ça? Au niveau du marchand, on fait pas de promotion. En fait, on a regardé la promotion, on voulait le faire sous l'angle locatif, plutôt construction pour exploitation. On n'a pas trouvé l'angle pour le faire de manière suffisamment rentable, donc pour l'instant, on l'a laissé de côté. Et les opérations de marchand, c'est plutôt de l'immeuble mis en copropriété, revendu à la découpe. Pas grand-chose. Ou des acheté, revendu, donc tu peux toujours avoir un procès, mais dans une moindre mesure que quand tu as fait une promotion et qu'il y a tout un tas de garanties qui vont avec. Mais vraiment, le marchand, on est hyper sélectif. On prend des opérations, avec minimum 30% de marge, et on sait qu'on va faire l'aller-retour de manière très rapide, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment. C'est ça qui vous sécurise, quoi, en tout cas. Clairement. Et puis en fait, on n'a pas besoin de ça réellement. En fait, le marchand, c'est plus un peu comme l'a dit Charles tout à l'heure, la cerise sur le gâteau. En gros, nous, notre vision, c'était de se dire, on peut toper sur le marché des biens à 50 000 euros, donc des petits appartements T2 pour, on va dire, nos investisseurs en accompagnement, jusqu'à l'immeuble de rapport à 2 millions d'euros. Et si là-dedans, dans ce spectre-là, il y a une opération de marchand, parce que il y a un prix d'achat qui est anormalement un peu cher, et on se le prend, on se le fait en marchand, on prend la marge qu'il y a à faire. Et cette marge-là, du coup, après, on l'a investi soit dans le pôle investissement locatif long terme, soit on le laisse sur le marchand pour la prochaine opération. Quoi. Ça génère aujourd'hui quel chiffre d'affaires, tout ça là, enfin cette boîte? Alors, en gros, au niveau, on a posé les chiffres l'autre jour. À date, ce qu'on a acheté en termes de locatif, ça génère à peu près 400 000 euros de loyer à l'année sur la foncière. Ouais. Donc, j'exclus ce qu'on a acheté avant. Ça fait pour la foncière, ça fait juste un an là, même pas. Ça fera un an là en avril qu'on l'a créé. Et après, le marchand, le chiffre d'affaires prévisionnel, ça va être un peu au-delà d'1 million d'euros, mais en fait, du chiffre d'affaires en marchand, ça veut tout dire et rien dire. Nous, en fait,
on le prend vraiment dans l'angle où si pendant 1 an il n'y a pas d'opération de marchand à faire, on n'en fera pas. Ouais, bien sûr. Je pourrais me dire je fais que du marchand et tous les matins faut se lever pour trouver une opération parce qu'il y a un jour où tu finis par être biaisé à te dire un peu comme un trader quoi. Au bout d'un moment ça fait 3 semaines que j'ai pas cliqué, il va falloir faire quelque chose. Alors que potentiellement non. Donc on est plutôt dans l'optique de satisfaire au cahier des charges et de la foncière sur des gros immeubles et de nos clients sur des plus petits immeubles et des appartements. Mais par contre quand au milieu de tout ça il y a une affaire qui peut se traiter en marchand où il faut dégainer tout de suite sans condition de financement et où il y a une marge immédiate à réaliser, là on la traite en marchand. Mais on se met pas d'objectif là-dessus. Je pense que ça serait dangereux. Ok. Et sur la foncière, l'ouverture au capital, ça représente quel pourcentage? C'est-à-dire l'ouverture au capital. Les gens qui rentrent, ils prennent des parts de l'entreprise, du coup. C'est comme Donc, ce que je veux dire, vous avez conservé combien par rapport à ce que vous avez ouvert? Alors nous, aujourd'hui, on doit avoir à peu près une dizaine de % chacun avec Antoine, sachant que notre associé CGP est aussi actionnaire du modèle. Donc lui aussi, il a mis des fonds de base pour aussi être partie prenante du modèle. Et en fait, ça, c'était une mécanique qui était assez compliquée à appréhender de base parce que puisque tout ça repose sur le fait de lever des fonds, par essence, tu te dilues. Et justement, on a compensé ça par un mécanisme de BSA. C'est un peu la même chose que les BSPCE, je sais pas si ça vous parle. Et globalement, en fonction de l'atteinte de certains seuils, on peut les exercer. Donc globalement, si le modèle va dans le bon sens, nous on peut se reluer, mais en même temps qu'il va dans le bon sens, il y a plus d'investisseurs, donc ça équilibre les choses. C'est ce que tu avais fait, Tony. En fait, non, moi j'ai jamais fait ce mécanisme-là. On a acheté Alors, on en a acheté quand on a fait du private equity dans certaines boîtes. On a des BSA. Ouais. Et c'est aussi ce qu'on a fait avec le château. Je suis pas sûr que ce soit ce modèle-là avec le château. Ok. Je crois pas. J'achète un château. Je m'en rappelle plus. Tu l'as ça? Ça c'est musique de quarantenaire. Tous les gens de moins de 30 ans ne c'est vrai que t'as 41 ans, gros. C'est ton premier podcast à 41 ans. Putain, merde. Et c'est pas un poisson d'avril. Oui. Ok. Mais c'est bien. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est comment... Enfin, je sais pas comment dire. En fait, j'ai aucun scrupule à dire que jamais, mais jamais, j'aurais eu l'idée, tu vois, la bébé pousse d'idées dans ma tête creuse de tout ce bordel, en fait. Ce qui m'impressionne le plus, c'est ça. C'est pas la mise en application, c'est pas aller lever les fonds et tout, puisque il y a un truc, par exemple, qui m'interpelle énormément, c'est que vous parlez très bien, vous êtes plutôt éloquent, vous vous tenez bien, il y a personne qui s'est mis le doigt dans le zen ou je sais pas quoi, tu vois. Donc ça, c'est un truc qu'on n'arrive jamais à retransmettre dans les formations et qu'on arrive un peu plus à retransmettre dans les masterminds, dans les parenthèses, etc., en présentiel. Mais ce qui fait une bonne levée de fonds, au-delà du dossier bancaire, machin, qui soit rouge, bleu, jaune, big up à je sais plus, Benjamin, je crois qu'il s'appelait, big up à lui. Peu importe la couleur et la matrice du dossier bancaire, ce qui va être extrêmement important, en fait, c'est vous en tant que personne. Et j'ai aucun doute, quand je vous vois là tous les deux, bon, la banquière ou le banquier, il est tordu, mis en PLS, et c'est lui ou un autre, mais en tout cas, voilà, vous avez tout cet aspect commercial qui est hyper bon. Mais au-delà de ça, pour avoir pensé à faire ça, comment cette idée est venue en fait? Est-ce que c'est venu avec les 3 bières et Bruno le CGP ou comment c'est arrivé quoi? Non, déjà, tout début, avant de faire de l'accompagnement, on voulait faire ça. On voulait se dire, on veut créer une sorte de grosse SCI où on met du monde dedans et on fait quelque chose de balèze, quoi. Mais sauf qu'en fait, à l'époque, on savait pas faire et malgré tout, l'aspect juridique, l'aspect administratif là-dedans, c'est une usine à gaz. Et en fait, on est arrivé, on avait à peu près 7 millions de patrimoine. On s'est dit, ok, c'est bien. Là, on est à un stade, mais on veut aller bien plus loin et on veut se professionnaliser. Et on s'est dit, en fait, il faut le nerf de la guerre, c'est l'apport. En fait, le nerf de la guerre, c'est le cash. Et nous, on savait acheter et on s'est dit, plus on mettra de gens avec nous dans entre guillemets le business et plus on pourra lever et plus on pourra être gros. Et en fait, c'est un peu ça l'idée de base. Je comprends, Antoine, mais l'accompagnement n'a rien à... ou alors j'ai rien compris, mais l'accompagnement n'a rien à voir avec votre idée finale.
Non, 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 pas Tu du vois, tout. donc, En fait, au début, on s'est dit, bah, on veut, enfin, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, quand il y a quelque chose, c'est pas possible. Il faut une activité commerciale. Et en fait, bah, sachant que, bah, voilà, au début, l'activité de créer une foncière, bah, on a peut-être eu l'intelligence de se dire, on n'est pas prêt et on va se planter. Et du coup, on s'est dit, bah, un truc beaucoup plus simple qu'on sait faire là tout de suite et qui va nous générer du cash, bah, accompagner les gens, quoi. Donc, et en fait, bah, on avait toujours cette petite idée en tête et c'est, bah, en fait, cette soirée-là où je vais voir le CGP, où eux, en fait, ils ont aussi cette idée de créer une foncière et on se dit, bah, là, les planètes sont alignées, entre guillemets, le destin, le karma, je sais pas quoi, et on s'est dit, bah, faut le faire, quoi. Aujourd'hui, du coup, vous vivez de quoi, techniquement, quoi? Comment? Pas techniquement, on est rémunéré directement par la foncière de la même manière que Donc vous prenez un salaire sur la foncière? Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, en fait, c'est quand, voilà, comme si on était entre guillemets salariés, bah, on est tous les deux directeurs, quoi. Et voilà, tous les mois, on avait une sorte de fiche de paye et qu'on était payé et pour le. Vous avez dit que vous aviez des salariés aussi. Vous en avez combien aujourd'hui? On a une salariée et on a un indépendant qui s'assimile à un salarié parce qu'il travaille à 100% pour nous. En fait, on voulait pas trop prendre de salariés tout de suite parce que voilà, le business est naissant. Mais en fait, on travaille avec beaucoup d'interlocuteurs. On a un maître d'œuvre qui travaille quasiment que pour nous. Ce maître d'œuvre, il travaille avec des artisans qui travaillent quasiment que pour nous. Donc en fait, bien sûr. C'est une structure quand même on est assez nombreux. Et puis après, dans les associés fondateurs, pareil, on est quand même 7. Donc du coup, voilà, l'idée c'est, on travaille avec du monde, mais être le plus léger possible parce que voilà, le coût du travail. J'ai une question aussi. Vas-y, Tony, et j'en ai une autre. Je la pose en premier. C'est alors, je trouve que c'est hyper intéressant ce que vous avez fait et ça me fascine toujours parce que c'est pas du tout ce que moi je ferais, mais parce que justement j'ai toujours cette optique liberté et de peut-être mes expériences passées, j'ai toujours voulu préférer un petit chez moi qu'un grand chez les autres. Et aussi parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec des associés, mais finalement un peu comme toi, Yann, où se retrouver à devoir dégager un associé d'une boîte ou fondre les plombs d'une boîte à cause d'un associé qui sert à rien et qui fait n'importe quoi, dans ma vie d'avant surtout. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis avec vos associés et comment vous gérez pour que ça se passe bien et garder la main sur ce que vous avez créé? De base, alors, moi, j'ai eu par le passé une mauvaise association, si on peut appeler ça comme ça, puisque c'était une indivision. On a acheté un appartement avec 2 potes d'enfance pour le rénover nous. Très mauvaise idée. Ça s'est très mal passé. Mais par c'est contre, des trucs qui apprennent, c'est bien. Ouais, c'est ça. Mais mis à part ça, tu vois, ça m'en a pas dégoûté non plus. Et toutes les autres associations se sont super bien passées. Et aujourd'hui, on se régale, en fait, à construire des projets ensemble. Et quand on cherche à structurer un deal, on le prend vraiment sous l'angle. Il faut qu'il soit équilibré pour qu'il tienne dans la durée. On le prend pas dans le sens on tire la couverture à nous et si on arrive à avoir 53 plutôt que 51, on sera mieux. Non, il peut arriver qu'on se dise, bah non, le deal nous semble pas équilibré, il faut que toi tu prennes plus de parts parce que tu auras une plus grande implication. Okay. Par exemple, dans une sous-structure marchand où on peut avoir des associés extérieurs, c'est des débats qu'on peut avoir. Okay. Donc, à mon sens, c'est ça, c'est surtout que tout le monde y trouve son compte dans la durée, qu'il n'y ait pas de notion de bras de fer, de choses comme ça et que chacun ait des objectifs et des implications qui soient claires et définies à l'avance et jusqu'ici tout va bien. Donc là, ça veut dire que je suis auditeur, je m'appelle Jean Gabin, je veux vous rejoindre, je vous contacte bien évidemment, je pose un billet de, je sais pas les gars d'ailleurs, je pose un billet de quoi? Alors c'est en gros par rapport aux critères de la foncière, on est en cours, mais ça prend un petit peu de temps puisque les avocats coûtent extrêmement cher, d'approbation par l'AMF. Donc on peut pas communiquer officiellement sur le rendement prévisionnel et ainsi de suite, mais globalement le ticket d'entrée, considérons qu'il est à 5 chiffres. Ok. Parce que là aussi, je me permets de te couper, on n'a pas voulu faire du mass market et développer une application et où les gens peuvent investir à partir de 10 € et on parle à personne. L'idée c'est l'inverse. Samedi matin, on fait une matinale investisseur où toutes les personnes qui sont actionnaires, peu importe ce qu'ils ont mis, peuvent venir voir les biens qu'on a achetés. On mange ensemble le midi, on leur montre nos rénovations. L'idée c'est de faire quelque chose de participatif. Donc moi je vous passe 10 000 balles. Ok. Après, je fais plus rien. Enfin, je me retrouve associé avec vous. Ouais. T'es actionnaire, donc du coup, en gros, t'achètes une action à un montant. Okay. Ce montant, il est déterminé par une valorisation qui est statutaire. Donc, il y a un commissaire aux comptes qui a travaillé dessus. À chaque levée de fonds qu'on va faire, en gros, on va faire une levée de fonds tous les trimestres, grosso modo. Il y a un évaluateur externe qui passe analyser l'ensemble du parc et qui donne une valeur. Et cette valeur, du coup, elle sert à valoriser l'action. Donc, toi, t'achètes, on va dire, tu mets X milliers d'euros, t'achètes à telle valorisation. Et après, tu, entre guillemets, ne fais plus rien.
Donc c'est comme ça qu'on voyait les choses. Et en fait, bah, j'ai un exit, j'ai une date d'exit précise. Jamais, tu sors jamais. Tu restes avec nous. Pour toujours. Non, mais ça pourrait, tu vois, tu pourrais mettre je sais pas, tu pourrais mettre un exit que à la revente ou comment ça vous le matérialisez? Peut-être un exit lors des levées de fonds, non? Est-ce qu'ils peuvent vendre à ce moment-là à un autre entrant? Alors en gros, on a mis une durée minimale de détention qui est de 5 ans. En fait, c'est une durée recommandée. En vrai, tu peux vendre au bout de 2 ans. Bah, en fait, on a tourné le truc dans tous les sens. On a essayé de travailler sur la liquidité du modèle, mais en fait, l'immobilier, c'est un actif qui est pas liquide. Et en fait, ça dégrade trop la performance économique de le rendre liquide. Il faut au moins amortir tes frais de notaire, en fait. C'est l'équivalent que tu aurais en frais quand tu achètes une SCPI, quoi. Ouais, puis c'est surtout, en fait, puisque on s'adresse aux clients de notre associé CGP, eux, ils sont dans le cadre d'une allocation de patrimoine. Donc du coup, ils mettent dans la poche immobilier quelque chose qu'ils sont d'accord pour voir relativement illiquide, parce que si tu veux alimenter un pool de liquidité pour que tout le monde puisse sortir tout le temps, c'est possible, hein, sauf que ta perf, c'est 1% à la sortie, donc pas personne. Donc il faut accepter que par nature, l'IMO, c'est illiquide. Mais par contre, on a beaucoup travaillé sur les mécanismes de sortie, et dans les deux sens, c'est-à-dire pour la personne qui veut sortir, mais également pour la personne qui veut rester dedans, et qui veut pas que le modèle se dégrade parce qu'il y a trop de monde qui veut sortir en même temps. Et donc en gros, pour satisfaire... Vas-y. Pour satisfaire aux demandes de rachat, il y a 3 cas. Il y a évidemment le cas, il y a un entrant, un sortant, donc ça c'est un carnet d'ordre, hein, c'est la bourse, c'est ce qui se passe tous les jours. Et d'ailleurs, ce serait même possible en amont des 5 ans, hein, si c'était ce cas-là, il n'y a pas besoin d'attendre cette durée-là. L'autre, c'est de nous-mêmes racheter les actions, utiliser la trésorerie de la société pour acheter les actions. Donc ces actions, ensuite, on les supprime et ça relue tout le monde. Oui. Et la troisième possibilité, c'est de vendre des actifs. Et là, on s'est engagé statutairement à la quantité d'actifs qu'on peut revendre pour satisfaire aux demandes de rachat. En gros, on vend pas plus de 15% du parc pour satisfaire aux demandes de rachat. 15% par semestre, c'est ça. 2 fois par an. Pour que, si jamais il y a un 2008-2009 dans le futur, en 2028-2029, et que 70% des gens ont peur et veulent sortir en même temps, ils ne puissent pas le faire en totalité, au profit des autres 30% qui restent dedans, parce qu'on peut postuler que le monde il est cyclique et que si tu dézoomes, la courbe sur le long terme elle va plutôt dans le bon sens. Et donc, ça évite de vendre trop d'actifs au mauvais moment. On s'engage à le faire quand même, et on va faire ça intelligemment. On prendra les biens dans lesquels il y a plus de cash à récupérer, hein, ceux qui sont plus amortis, bien sûr, ceux qui ont une plus-value latente. Mais par contre, on va pas massacrer tout le parc et tout vendre à la casse à nos concurrents qui auront du cash à ce moment-là et qui nous attendront parce que nous, on a reçu des demandes de rachat. Ok. Attends, j'avais un truc. Tu dis que votre principale source de clients, c'est votre CGP. C'est ça? Ouais. Ça veut dire que... Alors, est-ce que c'est une volonté? Est-ce que à terme, vous voulez vous ouvrir, tu vois, au Instagram game, donc le mec qui te contacte sur Instagram qui a 100 000 balles à poser, il pourra les poser. Aujourd'hui, est-ce que c'est que par ce CGP qu'on travaille avec vous? Comment vous faites? En fait, aujourd'hui, enfin, tu vois, on a voulu commencer doucement et intelligemment aussi. Tu vois, l'idée, c'était pas non plus de collecter des millions d'euros et de pas savoir les investir correctement. Ouais. Donc, on s'est dit au début, ça sera uniquement via ce CGP-là. Là, on est en train d'ouvrir à d'autres CGP. Après, notre public, grosso modo, c'est des gens qui ont à peu près, enfin, tu vois, je cible personne, mais des gens plutôt d'un certain âge, qui ont, je sais pas, 300, 404 réseaux et puis qui en posent 100 000 chez nous, quoi. C'est à peu près leur d'idée, tu vois, de la clientèle qu'on peut avoir. Ouais. Et je pense que vous avez la bonne stratégie. Pour moi, à partir ce qui pourrait vous satelliser, mais mal, comme on a pu le vivre par exemple avec Summit, je pense que ça va être l'ouverture à tout le monde et que tout le monde vienne avec ses 50 000 balles, que vous retrouviez vous avec une pression à devoir acheter pour pouvoir satisfaire tout le monde et que vous vous retrouviez d'abord lancé sur la lune pour finir dans les chiottes, quoi. C'est capé en fait Mais non, mais c'est ça gros, monter et exploser en vol, quoi. Ah oui. C'est ça. Alors, tu vois, on a vraiment le propos à aucun moment on dit qu'on veut faire une licorne, et pour moi, l'immobilier, ça se scale très mal, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas faire x10 tous les ans pendant 10 ans, c'est impossible. Et en fait, quand on fait une ouverture, une augmentation de capital, on la dimensionne. C'est-à-dire qu'il y a un maximum. Donc, en fait, si on dit qu'on lève 2 millions, qu'il y en a 20 qui arrivent, ça sera un bon problème. Mais on sera pas obligé de collecter 20 millions
qui vont diluer tout le monde, qui vont ravager la performance des précédents. L'idée, c'est de grandir. On a des vrais objectifs, hein, plusieurs dizaines de pourcents de croissance par an, ce qui est déjà très bien. Mais on veut pas non plus faire des multiples sur les actifs qu'on gère tous les ans, quoi. Le but, c'est de rester proche de nos biens, c'est de les voir, c'est de pas faire de la, enfin, comme les autres qui vont jamais voir leurs biens, qui investissent dans des villes dans lesquelles ils ont même pas de bureau, ils connaissent personne, ou c'est ça aussi, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais c'est qu'on investit de manière locale. Enfin, je sais pas vous, votre vision des choses, mais nous, pour moi, en fait, il faut qu'on investisse localement parce que le marché, enfin, tu peux pas connaître la France entière. Des gens qui accompagnent dans la France entière, on est entre Dijon et Lyon. À Brest, je connais pas, quoi. Donc l'objectif, c'est d'acheter des actifs qui sont locaux. On est sur l'axe Dijon-Lyon, et en fait, on veut rester là-dessus. Donc des immeubles de rapport rentables, il n'en sort pas malheureusement tous les jours. Donc l'objectif aussi, c'est pas non plus de collecter trop, parce qu'en fait, on veut vraiment rester local et connaître notre marché par cœur sur le bout des doigts. Et ça veut dire que vous, votre job tous les jours, c'est-à-dire le matin, parfum, gel, chemise, qu'est-ce que vous faites? Vous montez dans votre voiture et vous allez visiter des biens, ou votre job, c'est quoi? Alors, c'est beaucoup du réseau, plutôt du réseau. Oui, off-market et tout, mais ce que j'ai... Pas mal, il y a aussi, c'est la France, je sais pas si tu connais, mais il y a pas mal de mesures administratives, pas mal de... 3 fois rien. 2-3 trucs, quoi. Donc, tu sais, quand t'es un peu chef d'entreprise, tu passes quand même pas mal de temps au bureau à faire de la paperasse. Donc, il y a quand même cet aspect-là. Il faut gérer les comptables, il faut gérer tout cet aspect-là. Mais sinon, oui, nous, notre cœur de métier et notre passion, c'est de chercher des biens, de sourcer des biens, un peu la chasse au trésor. Donc, on essaye de faire ça. Ce que je veux dire, c'est que pour cette chasse au trésor, il y a personne d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Vous pourriez déléguer ça à Jocelyne, qui passerait son temps qu'à faire ça avec une voiture 208 électrique floquée au nom de... Tu vois, c'est pas ça. Non. Là, en fait... c'est pas l'idée. Ouais. L'idée, c'est de garder une bonne image de marque, parce que le problème, c'est que plus tu travailles avec des gens, des salariés, etc., il faut quand même montrer son image de marque. Donc, l'idée, c'est quand même d'être crédible. Quand tu parles de l'immeuble à plusieurs millions d'euros, c'est vrai que si t'envoies la stagiaire, c'est pas forcément très adéquat. Et puis après, on a une salariée, du coup, en interne qui s'occupe de faire de l'accompagnement. Donc, nous, on est là aussi pour la manager. Donc, elle monte en compétences, elle source des immeubles, etc. Mais l'objectif, pour la foncière, c'est plutôt nous qui sourçons les biens et qui sommes capables de trouver des choses intéressantes. Et vous faites partie de quelle team? Est-ce que vous faites partie de la team chef d'entreprise, gros salaire, on vit un minimum sur la boîte quand même, mais gros salaire, ou alors vous êtes payé moins que votre propre salarié et vous avez les avantages de la gestion d'entreprise? On est sur un podcast public, donc vous comprendrez ce que je veux dire, mais voilà, les avantages d'un chef d'entreprise. Comment vous vous organisez financièrement, je veux dire? Alors, pour le coup, niveau salaire, on s'est pas mis au minimum, hein, clairement. Mais par contre, le côté vivre sur la boîte, ça, on le fait vraiment pas du tout, dans le sens où c'est l'argent de nos actionnaires. Donc, on a, du coup, tout est statutaire. Notre rémunération, elle est statutaire, mais ensuite, tu vois, on va pas, les restos, c'est les restos professionnels, les déplacements, c'est pareil. Il y a aucune chose qui ne puisse être justifiée dans l'intérêt. C'est-à-dire que à tout moment, quand tu sors la CB, c'est pas la tienne, c'est pas celle de ta holding. C'est l'argent des actionnaires. Alors aussi un peu le nôtre de base, mais aussi le fruit de notre travail. Mais en tout cas, ça on respecte beaucoup. Autant en fait, quand on avait nos boîtes avant, on faisait un peu ce que tu dis. On s'arrangeait, on va dire. Après, le truc, c'est que tu vois, on a quand même, tu vois, on parlait tout à l'heure de chômage. Tu vois, moi, je touchais 2300 € net, ce qui est un bon salaire, mais pour le chômage. Mais bon, 2300 €, c'est quand même, tu vis pas non plus de manière très décente. Et ça, on s'est, entre guillemets, privé pendant plus de 2 ans. Donc, c'est vrai que quand tu commences à bien réussir et que tu côtoies, des gens, notre cible, c'est quand même des gens plutôt aisés. L'idée, c'était aussi de se mettre un salaire et de se récompenser un peu, parce que on n'est pas du tout des flambeurs, etc. Mais à la fin, c'est quand même aussi bien de te dire, tu te couches le soir, de te dire, financièrement, on n'a plus de problème, quoi. C'est cool, quoi. Donc, il y avait aussi cet aspect-là, un peu en mode, on se sécurise, quoi. Et on peut commencer à investir en ETF. Parce que toute notre vie, on a fait all-in dans l'IMO à chaque fois qu'on avait quelque chose sur le compte. Donc maintenant, on commence à se diversifier. Et là, c'est les soldes. C'est cool. Alors, j'ai une question, parce que là-dessus, sur le montage que vous avez fait, qui vote les dirigeants, finalement, à la fin? Est-ce que on peut vous foutre dehors ou pas? C'est une particularité du modèle. En fait, c'est une société en commandite par action. Ok, d'accord. Donc nous, on est gérant commandité. Et en fait, ce pourquoi on l'a fait, c'est ça s'appelle. En gros, tu peux faire ce que tu veux, ils bougeront pas. Alors, oui, mais non. Tu vas voir. C'est pas aussi ça.
En gros, pourquoi on a fait ça? Déjà, l'intention de base, il est de dire que si tu fais une SAS, par exemple, à capital variable, bon, bah, tu vas te diluer. Il y a un moment où t'as plus de part, t'as plus de droit de vote, tu sautes, Oui. quoi. Et le principe de la commandite, il est finalement d'avoir, déjà, on est 7. Hein, d'abord, c'est pas un mec qui décide tout seul, gérant commandité, mais surtout, faut vraiment modérer le qui décide. Et c'est en ça où je dis que quand on a créé le modèle, on a vraiment pris tous les points de vue. Et justement, on a pris notre point de vue de dire que, c'est un engagement quand même relativement fort de par ce qu'on est capable de sourcer en termes de deal, de dire qu'on met 100% de ce qui nous arrive dans la foncière. Donc nous, ce qu'on est en train de construire, on construit pour des décennies. On n'est pas dans un an, on fait un exit. Et donc, on n'a pas non plus envie de se faire foutre dehors s'il y a quelqu'un qui pose 10 M et puis que son cousin il cherche un boulot, quoi. Donc à ce titre-là, on peut pas nous dévisser comme ça, mais par contre, dans l'autre sens, on peut rien imposer. C'est-à-dire que le gérant commandité, il peut que suggérer des résolutions, et ensuite c'est voté en assemblée générale. Et on est même allé plus loin que ça, c'est que en plus des assemblées générales, il y a un conseil de surveillance, et en plus de ça, il y a ce qui s'appelle un comité opérationnel des actionnaires. C'est pas du tout un organe légal ou quoi que ce soit, c'est un truc qui a été introduit de notre plein gré, où dès qu'on fait des acquisitions un peu significatives pour la foncière, on doit solliciter tous les actionnaires et tout le monde vote. Et c'est la démocratie qui s'applique. Et si la majorité simple dit vous achetez pas, on n'achète pas. Ok. C'est et alors, qui c'est qui vous a monté tout ça? C'est un avocat fiscaliste. Bon, je suppose que vous avez un conseil d'Ether, mais qui s'est occupé de monter tout ça? Cela, c'est pas Legal Space ou je sais pas quoi là. C'est un cabinet d'avocats parisien où t'as un avocat qui fait du juridique. Il y a le côté fiscaliste aussi. Donc on s'est fait accompagner là-dessus. On avait les idées. Après, l'idée, c'était de voir si c'était possible juridiquement. Et puis, lui, il avait aussi des idées. Donc voilà, c'est des heures et des heures de travail. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que il y a un modèle comme le vôtre qui existe déjà, ou est-ce que c'est une première ce que vous avez fait? A priori, après c'est présomptueux de dire qu'on a inventé quelque chose, mais en tout cas, c'est assez différent des autres choses qu'on peut trouver de prime abord sur le marché, ce qui s'en rapproche le plus. Il y a certaines boîtes qui permettent de faire, de l'actionnariat dans des sociétés immobilières sans que ce soit du crowdfunding. Les trucs comme Première Brique, tout ça, là. Non, ça c'est autre chose, c'est du crowdfunding. Là, tu investis sur un projet de marchand. Exactement. Justement, nous, c'est différent. Quand quelqu'un investit chez nous, il investit pas sur un immeuble, il investit sur la boîte. Donc, il y a des boîtes qui s'en rapprochent, qui ne font que du marchand. C'est-à-dire que c'est pas du crowdfunding où tu investis sur un projet, tu investis sur une société et elle ne fait que des opérations de marchand en dessous. Et du coup, en plus, il sort du champ de l'IFI, donc il y a quelques avantages à ça. Mais par contre, ça reste une activité commerciale où faut retourner au charbon tous les jours. T'as pas de récurrent que tu peux avoir dans le locatif. C'est ce qui me passe par la tête qui s'en rapprocherait le plus. Ouais. Et tout ça grâce à un putain de CGP, quoi. C'est magnifique. Ouais. ouais. Plutôt sympa, ouais. Puis, tu vois, on a trouvé, je pense, le juste milieu parce que il y a aussi une époque, tu vois, l'accompagnement, c'est vraiment pour des gens qui veulent faire de la pierre, on va dire, physique, et ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont pas envie de faire ça les week-ends, les soirs, et en fait on n'avait pas de solution alternative à proposer à ça. Et là maintenant on a une solution avec une rentabilité qui est quand même très bonne. Le modèle économique, on estime que on a essayé de le rendre le plus efficient possible, et au final ça nous permet aussi de répondre à toute cette demande qu'on pouvait avoir d'immobilier papier qu'on pouvait pas fournir avant, quoi. Et puis comme on en a parlé tout à l'heure, la SCPI avec des couches de frais énormes. Nous en niveau de frais, il y a juste des frais d'entrée, donc c'est capé entre 1 et 5%. Ensuite il y a pas de frais de gestion, il y a pas de frais de sortie. Enfin on a essayé de trouver le truc le plus optimisé, et on a respecté les gens qui voulaient investir avec nous, quoi. Bravo les gars, franchement. Ouais, c'est propre. Hein. Franchement, bravo. Et j'allais vous demander alors l'objectif, quel est-il avec tout ça? L'objectif, en gros, sur la première année, en montant d'acquisition, on va être à un peu moins de 10 millions d'euros d'acquisition pour la foncière. Et l'idée, c'est globalement de faire... non, mais c'est sérieux. Boomer. Attends, il travaille les jeunes. C'est sérieux, ça? Mais non, mais c'est stylé, mais tu vois, c'est bien. Oui. Et c'est parce que j'ai la grosse barbe, là, tu vois, donc je me mets dans la peau du boomer, là. Donc l'idée en gros c'est ça. Donc on sera un peu moins, hein, mais voilà. Globalement, ça donne un ordre d'idée la première année, 20 la deuxième, 30 la troisième. Donc ça donne un montant d'actifs sous gestion qui est significatif, mais on n'est pas non plus en train de se dire que dans 3 ans on aura fait une licorne. Ça reste en fait quelque chose qui est certes une grosse croissance, qui doit être alimentée par des fonds qui rentrent, parce que tu le fais pas à coût de 5% d'apport, hein, à la banque, il faut mettre plus d'apport. Mais par contre, je pense que ça peut donner un portefeuille d'une très belle qualité, parce que c'est aussi ça qui est un peu issu de notre réflexion, c'est que avec la hausse des taux, en fait, si tu veux continuer de t'auto-financer en mettant pas trop d'apport, en fait, t'es obligé de baisser la qualité. Et du coup, nous, on a pris le contre-pied de ça, qui est de dire que de toute façon, excusez-moi, j'ai pas compris. Enfin, j'ai compris ce que tu dis, mais j'arrive pas à le matérialiser. En gros, il y a sécurise le modèle, si tu veux, de mettre beaucoup de cash.
Non, c'est non, qu'il y a non. une boîte Non, qui mais est sur- finalement non, mais pas sur- tant endettée que ça par rapport aux actifs qu'elle Non, possède. mais sur ce qu'il vient de dire, parce que sur ce que vient de dire Charles, je veux pas que ça soit mal interprété. Enfin, Jacques, 41 ans. Là, il est sur le périph' à Lyon. Il a jamais investi. S'il prend ça comme argent comptant, il vient de décéder, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis on est obligé, pour se faire financer aujourd'hui, de diminuer la qualité de rénovation, la qualité du bien, la qualité de ce que tu Alors, achètes? en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 5 ans, il n'y a pas besoin d'être un génie pour trouver un bien qui s'autofinance, quoi. Tu ouvrais le bon coin, il y a à peu près tout qui C'est marchait pour avec ça, des taux à 1%. c'est pour ça, Tony, que je suis arrivé. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis, Charles. La seule chose à faire, c'était juste de s'en mettre le plus possible sur le dos. Exactement. Alors, en regardant au minimum ce que t'achètes, mais voilà. Dans Alors cette que époque que aujourd'hui, nous bénissons voilà. encore tous les jours. Mais par contre, attention, parce que dans notre activité d'accompagnement, on fait que ça toute la journée, des gens qui achètent des appartements et des immeubles en mettant 10% d'apport et qui s'autofinancent même en empruntant à 4%. Mais ce que je veux dire, pour le dire dans l'autre sens, c'est qu'il y a un plafond de qualité au-dessus duquel tu peux pas passer, ou un plafond de localisation dans lequel tu peux pas aller. Par exemple, tu peux pas t'approcher de Lyon. Il y a un moment où si t'empruntes à 4%, ta renta nette c'est 6%, Ok, je comprends. et 10% d'apport, c'est impossible. C'est sûr. Et en fait, nous, déjà, de par notre structuration, de toute façon, on n'est plus 0, 5 ou 10% d'apport, on est plutôt à 25-30, quelque chose comme Ok. ça. Ce qui permet du coup d'aller chercher soit des biens plus qualitatifs dans les mêmes localisations, soit des biens de la même qualité dans d'autres localisations. Et en fait, nous, le postulat Par la qu'on valeur. comprend, C'est ça, en fait, que tu veux dire. C'est que plus tu as d'apport, plus tu peux acheter cher, en fait. C'est ça que tu veux dire. bah, cher au regard de ce qu'un investisseur classique Exactement. serait prêt à En gros, tu accepter, ne pourras pas, avec 5% d'apport, acheter je connais pas Lyon, mais acheter un immeuble en plein Lyon. Ouais, Ouais, d'accord. ou un immeuble avec toi des grosses charges parce que c'est de standing Voilà, avec un ascenseur, voilà. Bien etc. Ok, L'investisseur, ok. tu as plutôt 1%. Tu pouvais encore être à l'autofinancement parce que, bah, du coup, tes 300 € de charge, on va dire que tu les payais pas en intérêt. Aujourd'hui, avec des taux à 4%, bah, c'est quand même bien plus On difficile est d'accord. d'avoir de l'autofinancement. Et du coup, tu es obligé de te trouver des biens où les copros sont peut-être un petit peu moins bien en termes de standing. Si tu es un peu con et que tu voulais mettre des robinets encastrables, bah, quand tu avais des taux à 1%, tu pouvais quand même peut-être essayer d'avoir un peu de cash flow C'est parce ça. qu'aujourd'hui, bah, Ok, ok. la moindre dépense doit être étudiée et tu dois optimiser là-dessus, C'est quoi. ok, c'est très clair. Et ça se comprend. Et en fait, du coup, la suite du raisonnement, elle est que le fait de devoir mettre plus d'apport, de toute façon, pour le financement, ça dérisque évidemment l'opération, ça dérisque le banquier, parce qu'il y a une bonne marge hypothécaire. Sur la moyenne des biens qu'on a fait auditer, on est à 20% de plus-value latente. Donc, entre, tu mets 20-30% d'apport, donc imagine, tu achètes 1 million, tu mets 20-30, c'est-à-dire que tu empruntes 700-800, mais ça vaut 1,2 million, donc le banquier est relativement safe. Mais surtout, nous, l'idée, elle est qu'on dégrade l'effet de levier, on dégrade le rendement sur fonds propres, parce qu'on met plus d'apport, mais on le compense par le fait d'exploiter des biens qui sont dignes d'être revendus comme des résidences principales. Parce qu'on l'a pas beaucoup précisé, mais on veut être à prépondérance résidentielle. On cherche les emmerdes, on aime bien travailler sur l'habitation, même On si aime les gens, on aime les gens. il y a beaucoup plus de gestion que dans du commercial ou dans d'autres formes d'immobilier, mais l'idée sur la foncière, c'est d'être à prépondérance résidentielle, parce que tu as des modes de garantie qui n'existent pas en commercial, parce que tu restes jamais vide pendant 6 mois, parce que quand tu revends, bah tu revends pas forcément de manière pragmatique à quelqu'un qui va, soit un investisseur, soit à quelqu'un qui veut acheter ses murs professionnels, mais tu peux revendre à quelqu'un qui veut en faire sa résidence principale, et si ça a été rénové en imaginant déjà cette sortie, bah finalement le cycle complet d'investissement, c'est-à-dire que de base ta renta nette, elle est pas super comparée à ce que tu fais habituellement sur du locatif, un peu plus de rendement, mais par contre le fait d'intégrer la revente par-dessus la performance pendant ta durée de détention peut faire une meilleure perf que juste un immeuble de rendement où on raisonne que sous le prisme rendement et où à la sortie bah, tu te fais remassacrer en égo parce que un immeuble avec que des studios, tu vas le revendre à des investisseurs, tu vas pas le revendre à quelqu'un qui veut en faire sa RP. Et même si tu le découpes, tu le rendras peut-être un peu mieux, mais toujours qu'à des investisseurs. Et si on dit ça, c'est parce que on l'a fait. Et on en a aujourd'hui en portefeuille des immeubles de studio. Et on voit que, voilà, ça prend pas la même valeur que quand t'as un T4 de 80 mètres carrés dans une zone qui coûte 3000 € du mètre carré, quoi. En fait, ouais, quand tu commences, tu raisonnes pas forcément TRI global. Aujourd'hui, on raisonne, bah voilà, opération par opération, TRI global. Comme ça, bah, on se rend compte que vendre en RP peut déclencher un coup de cœur et le mec, s'il paye 20 000 € de plus, il est OK. Alors que l'investisseur, moi, je veux du tel pourcent et je n'y dérogerai pas, quoi. Et t'es très dépendant de l'état des taux d'intérêt sur les Ok. investisseurs. Plus que sur l'ARP, je pense. Et l'intérêt aussi de faire du coup plus d'habitation, c'est aussi l'aspect liquidisé. Nous, on Ouais. est, voilà, on travaille Bien dans les sûr. mêmes villes.
modo, le lot, il doit être autour des 100 000 euros. On n'est pas sur une SCPI qui a 50 millions de bureaux, en actif de 50 millions de bureaux, je sais pas, sur les Champs-Élysées, où bah là, il y a quand même pas beaucoup de monde qui peut se positionner en face. Nous, l'appartement à 100 000 euros, c'est à la portée quasiment de tout le monde, quoi. Donc, l'objectif, c'est aussi de faire ça pour être plus liquide le jour de la sortie si jamais on devait arbitrer le patrimoine. Ok. Dernière question avant de vous rendre votre vie, les gars. Estelle, j'ai eu un moment de... comment tu la rencontres? Ouais, enfin, comment Estelle se retrouve à me parler de vous, en fait? Il s'est passé quoi? Alors, c'est moi qui ai été mis en contact avec elle par une amie. J'ai bossé un petit peu en PNL avec elle. D'accord, ok. Et du coup, on a aussi parlé un peu IMO. Elle m'a expliqué un peu ses problèmes. On en a discuté. Ok, et voilà. ok, j'ai compris. D'accord. Excellent. Ok. Trop bien, les gars. Bravo à vous. Merci. Merci à vous pour l'accueil. Ouais, merci on a beaucoup. encore des entrepreneurs en France. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Vous êtes resté. Pourquoi vous êtes resté en France, tiens? Parce que c'est un enfer fiscal, mais un paradis bancaire. Oui, très bonne réponse. Très bonne réponse. Après, c'est aussi un paradis du domaine skiable. Putain, je me le suis encore dit. Il y a quand même... mais bon, on va peut-être en parler tout ça dans le privé. Merci beaucoup, les gars. Trop cool. Ouais, merci infiniment. C'était super comme partage. Vraiment très intéressant. Et bravo à vous pour ce que vous avez fait. Inhabituel. Bien cool. Et ouais. Franchement bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Enfin, les auditeurs peuvent vous suivre. Alors, on est très mauvais sur les réseaux. On a encore rien. On a juste un site internet, foncièreorion.com. Ok, voilà. Très bien. Ça se prononce foncière. Si vous avez déjà payé une taxe foncière, vous savez comment ça s'écrit. Ouais. Orion, orion.com. Ok. Vu qu'on est le 1er avril, je pourrais vous faire la blague de « Oh putain les gars, ça n'a pas enregistré ». Mais en fait, tout est bon, ça a bien enregistré. Je me sentais pas là d'essayer de vous tenir en haleine à 3 et tout pendant 1 minute 30. Je me suis dit, Bernard qui est dans sa voiture, il va dire putain, ils font chier. Bon, bref, voilà. Les gars, je vous souhaite une très bonne journée. Bravo, bravo à vous. Mon Tony, est-ce que tu as un petit mot, je sais pas, de la fin, un truc? Non, mais j'allais même leur laisser le mot de la fin s'ils veulent ajouter quelque chose. Allez-y, les gars. Et on a beaucoup parlé de financement bancaire pendant le podcast. Et du coup, ce qu'on a décrit finalement, c'est juste de montrer que si on a envie d'avancer, il suffit d'analyser en fait les raisons des refus, les raisons pour lesquelles on n'avance pas, de mettre les solutions en place. Et il y aura toujours une manière de continuer à avancer. En fait, le jeu, il est infini. Et les niveaux bancaires entre l'agence, entre le conseiller patrimonial, le conseiller pro, le pôle professionnel de l'immobilier, enfin, il y a des banquiers qui sont là pour financer des projets à 200 millions. Donc en fait, c'est juste comprendre comment faire entrer un carré dans un carré et puis ensuite faire en sorte de s'outiller correctement pour pouvoir mener ce genre de projet. Mais moi, pendant longtemps, j'ai pensé qu'il y avait un plafond de verre indépassable et en fait, on se rend compte que en y allant à son rythme, en faisant les choses correctement, on peut continuer d'avancer indéfiniment si on est prêt à se remettre en question. Trop cool, belle perspective pour nos auditeurs qui en ce moment nous trouvent un peu plus en dedans. Donc c'est cool. C'est cool. Sur le privé, on parlera de l'expatriation puisque je vais vraiment me casser, c'est sûr. Mais par contre, non, je plaisante. C'est trop cool, Charles. Merci pour eux. Ça donne beaucoup Merci de valeur. Charles, merci Antoine, merci beaucoup. Ouais. Nous, on vous dit... Antoine, tu as quelque chose avant que je... Non, dans la même veine, jamais rien lâcher. Là, c'est vrai qu'on partage des expériences. Voilà, on a l'impression que tout est beau, tout est rose, mais il y a forcément des moments de doute, des moments très difficiles. Ouais. Et voilà, de jamais rien lâcher. Et quand on pense que voilà, en fait, c'est vraiment, je pense, la ténacité qui fait qu'on peut arriver à atteindre nos objectifs. Okay. Bon. Impec, merci Antoine, merci Charles. Ce podcast sortira le 18 avril, si vous voulez vous le noter, c'est fait, c'est dans les tuyaux, on va juste trouver un petit titre et puis let's go. Nous, on vous dit la même chose qu'absolument tout le monde, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut à tous.